Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par Suite de Soins, coordinateur de soins spécialisé en plaie cicatrisation. Je suis Géraldine Suchet, infirmière spécialisée DU plaie et cicatrisation. Et aujourd'hui, nous allons évoquer la maladie de Verneuil, comment la reconnaître et comment la prendre en charge. Et je serai accompagnée de Madame Hélène Rénal, présidente de l'association Solidarité Verneuil, à qui vous pourrez poser toutes les questions concernant cette maladie peu connue. Donc, on va déjà commencer par faire un petit tour de ce qu'est la maladie de Verneuil, en commençant par quelques généralités. Donc, pour cet exposé, mes sources sont la Société nationale française de coloproctologie, le réseau Verneuil et Solidarité Verneuil avec leur site internet. La maladie de Verneuil, son nom vient du chirurgien qui l'a décrite en 1854, Aristide Verneuil de Saint-Martin, et elle est aussi appelée hydradénite ou hydrosadénite suppurative. Donc, c'est une affection cutanée chronique qui se manifeste par des poussées inflammatoires récidivantes. Hydro, sueur, adène, glande, it, inflammation. En généralité, on parlera d'une maladie chronique, orpheline, mais non rare, comme l'avait évoqué Madame Rénal lors de notre première rencontre en novembre 2020, puisque j'ai écrit aussi une newsletter sur cette maladie qui est sortie en février 2020. Donc, la rencontre a eu lieu en novembre 2019. Donc, vous pouvez aussi aller sur notre site Suite de Soins pour retrouver cette newsletter sur la maladie de Verneuil. C'est une maladie rare, mal connue et peu étudiée. La moyenne d'un diagnostic aujourd'hui en France, c'est 8 ans et demi. Elle est présente chez 1% de la population, mais comme aussi me l'avait expliqué Madame Rénal, ce 1% représente les patients diagnostiqués. Et en réalité, le pourcentage serait plus entre 4 à 6%, un cas pour 300 habitants. Elle se déclare généralement après la puberté, avec un âge moyen entre 20 et 30 ans. Et on retrouve 3 femmes pour 2 hommes, mais l'explication est aussi que les femmes consultent plus que les hommes. Et ce diagnostic tardif chez les hommes va entraîner une maladie beaucoup plus violente et spectaculaire. Au niveau de la physiopathologie, donc on a peu d'explications aujourd'hui encore sur cette maladie de Verneuil. On sait depuis 4 ans environ, si je ne me trompe pas, que c'est une occlusion du follicule pilosébacé. À une époque, on parlait plus de la glande sudorale. Aujourd'hui, on sait que c'est une occlusion du follicule pilosébacé. Et cette occlusion provoque la formation d'abcès à répétition dans les zones creuses. Ça fait une inflammation secondaire avec une infection et une extension au derme et à l'hypoderme sous-jacent. Et en cause, certains facteurs hormonaux chez la femme, la maladie serait modifiée en période de règles et en période de grossesse notamment, et elle se calmerait à la ménopause. On suspecte une origine génétique, mais qui reste bien mince pour pouvoir expliquer et comprendre cette maladie. A priori, ma caméra ne fonctionne plus, donc vous allez vous passer de moi visuellement. Ça reviendra peut-être, mais je suis désolée. Je vais essayer de la remettre, mais je crois que j'ai un problème de caméra sur mon ordinateur. Donc, malheureusement, vous allez vous passer de moi et après, c'est Madame Rénal qui va prendre la parole. Donc, ça sera très bien comme ça. Au niveau des localisations de cette maladie, donc on les retrouve ici. Donc ça, c'est tous des schémas que vous pouvez retrouver sur le site Solidarité Verneuil. Et la localisation la plus fréquente chez la femme sont les aisselles et chez l'homme, la région anneau-périnéale. Sinon, vous voyez qu'on peut aussi en avoir dans le cou et au niveau de la poitrine, donc dans toutes les zones creuses. Les facteurs aggravants de la maladie, donc le tabac, 70% des patients sont fumeurs, le surpoids, une prédisposition génétique, comme on l'évoquait tout à l'heure,
Le stress, la fatigue et les troubles de l'humeur seraient donc des facteurs qui aggravent la maladie. Il existe une classification de Hurley qui permet donc de référencer les malades selon différents degrés de gravité. On a le stade 1, qui est donc ici sur cette photo. C'est un abcès unique sans trajet fistuleux et ça représente 75% des patients. Au stade 2, nous avons plusieurs abcès récidivants avec des trajets fistuleux entre eux, comme on peut le voir ici, 24% des patients. Et enfin, le stade 3, c'est des multiples abcès avec placard fistuleux, donc ici, développé un réseau cicatriciel important. Donc là, c'est 1% des malades. Donc, tout simplement, cette maladie, c'est de la formation d'abcès, une boule de pus dans les zones creuses principalement. Ce sont des abcès qui s'en vont, qui reviennent. Quand vous êtes au domicile et que vous avez des patients qui vous appellent pour des soins post-opératoires sur des abcès et que vous y retournez 2-3 fois par an, et ben en fait, il faut vous poser la question d'une maladie de Verneuil et évoquer cette maladie avec vos patients. Le rôle de l'infirmière libérale est vraiment important dans cette maladie parce qu'on peut être les premiers sur le terrain à avoir affaire à cette maladie et vous pouvez donc guider vos patients vers un dermatologue ou des chirurgiens viscéraux. Le plus souvent, les abcès peuvent se rompre de lui-même et laissent le pus s'évacuer. Mais cet abcès ainsi formé va avoir tendance à se déplacer par la formation d'un canal étroit, donc la fistule, sous-cutanée, favoriser l'apparition de nouveaux abcès à distance du premier. Alors, comment prend-on en charge cette maladie? Eh bien, aujourd'hui, la prise en charge principale, elle est chirurgicale. C'est vraiment la seule solution efficace pour les formes graves. L'incision des abcès va se faire plus ou moins en urgence. Hein. C'est des choses, quand vous avez un abcès, c'est douloureux. Et donc, le fait d'inciser cet abcès, il y aura un soulagement immédiat de la douleur, mais avec un risque de 100% de récidive, si je ne me trompe pas. Donc, la seule chirurgie efficace, ce sera l'exérèse large et avec une cicatrisation dirigée en utilisant des pansements de manière à faire cette cicatrisation dirigée. Au niveau médical, on peut être amené à donner des antibiotiques qui, eux, vont bloquer l'évolution temporairement de la maladie. On va donner des antalgiques selon le niveau de la douleur, forcément. Et par contre, on va éviter tout ce qui est AINS, anti-inflammatoire non stéroïdien, et corticothérapie, car ils vont exacerber la maladie. Donc, au niveau des pansements, je vous ai remis mon fameux tableau que vous pouvez retrouver à chaque webinaire. Dans la maladie de Verneuil, donc on va voir quand même des gros pansements avec des cavités et ça sera notamment des méchages avec de l'alginate ou un hydrofibre. La maladie de Verneuil peut se trouver sur le cou et la tête et à ce moment-là, il y aura des sutures de fait, donc ça sera des plaies post-chirurgicales. Et oui, j'avais loupé un slide, il me semblait. Donc, cicatrisation dirigée avec le petit tableau qu'on vient de voir. La greffe et l'embout en deuxième attention. Le caisson épidermaire peut être intéressant. Ça permet de réduire le temps de cicatrisation, en fait. Hein. La TPN aussi, donc là, ça reste hospitalier ou avec une hospitalisation à domicile. Et une prise en charge kinésithérapie pour le massage des cicatrices. Notamment, sans oublier une prise en charge psychologique, parce que cette maladie a une très grande incidence sur la qualité de vie. C'est des douleurs à répétition, c'est des cicatrisations longues, c'est des hospitalisations à répétition, c'est des évolutions imprévisibles, c'est une image corporelle modifiée et qui peut amener à un isolement social complet, donc une prise en charge psychologique est très importante et les associations comme Solidarité Verneuil sont effectivement là pour vous accompagner, mais Madame Rénal en dira un peu plus. Par rapport à ce tableau, je vous réitère que la Haute Autorité de Santé n'autorise pas à mettre 2 pansements primaires sur une plaie, mais dans le cas de la maladie de Verneuil, on est sur des plaies cavitaires qui peuvent être exudatives
Et du coup, on a besoin de mettre un hydrofibre, un alginate et par-dessus un pansement super absorbant si besoin. Les localisations ne sont pas toujours simples sur lesquelles on peut faire un pansement, ce n'est pas toujours simple. Donc, du coup, il faut des fois user et être un petit peu MacGyver, user d'ingéniosité, être un petit peu MacGyver pour faire tenir les pansements, notamment à laine ou sous les aisselles. Hein. Je pense que Madame Rénal ne dira pas le contraire. Donc oui, là, il y a la HAS d'un côté, hein, comme je vous le dis souvent, et puis il y a la vraie vie de l'autre. Et si vous arrivez à tracer, à justifier le fait que vous faites tel ou tel pansement, et ben, vous n'aurez aucun souci. Les petits conseils, donc là, je vous avais mis une petite photo d'une maladie de Verneuil à J0, J30, J60 et J90. Donc là, la cicatrisation est plutôt pas mal, mais quand même en 3 mois. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que ça peut tout de suite revenir à un autre endroit ou au même endroit. Et du coup, ben, c'est reparti pour la même chose. Donc, quand on parle d'hospitalisation et cicatrisation longue, on ne se trompe pas bien. Les conseils aux patients, eh ben, on déconseille l'utilisation de déodorants, surtout tout ce qui est roll-on, parce qu'ils vont obstruer les pores, hein, tout simplement. On dira à nos patients d'éviter de se raser, de plutôt utiliser l'épilateur électrique ou une tondeuse. L'épilation définitive est possible avec la maladie de Verneuil, mais il n'y a pas de résultat significatif sur le fait que la maladie ne revienne pas. Donc, voilà, c'est possible, mais il n'y a pas de résultat. On va conseiller à nos patients d'avoir une hygiène stricte avec un séchage soigneux des plis pour éviter toute macération. On va leur conseiller de porter des vêtements larges en coton. Pour tout patient qui a une plaie, on leur conseille d'arrêter le tabac, puisqu'on sait que ce n'est pas bon pour la cicatrisation. Et enfin, comme le surpoids est un facteur aggravant de la maladie, et ben, on peut les guider vers une diététicienne aussi pour reprendre une hygiène alimentaire plus saine, de manière à faire un petit régime au niveau du surpoids. Voilà ce que je voulais vous dire, moi, sur la maladie de Verneuil. Je voulais laisser un grand moment à Madame Rénal de manière à vous faire un exposé sur son association et voilà, et vous dire, vous donner d'autres infos par rapport à la maladie. Moi, vraiment moi, j'étais infirmière libérale pendant 14 ans et la maladie de Verneuil, j'en ai vu 2 en 14 ans de métier. Et c'est vrai que pour les 2, c'est moi qui ai donné l'alerte auprès des médecins et auprès du patient. Alors, c'est jamais évident de dire à votre patient, je suspecte que vous avez une maladie Verneuil parce qu'ils vous regardent avec des grands yeux en vous demandant de quoi vous leur parlez. Mais plus tôt c'est pris en charge, mieux ça sera pris en charge et plutôt la personne sera prise en charge dans sa globalité. Donc voilà le conseil que je peux vous donner en tant qu'infirmière libérale, c'est des abcès chez un patient qui reviennent à répétition, que vous soignez 3 ou 4 fois par an, et ben, il faut que ça vous fasse tilt, et pensez à cette maladie Verneuil. Donc voilà, je laisse la parole à Madame Rénal, qui va vous parler un peu de son association et vous parler aussi d'une enquête qu'ils ont menée récemment. Donc, très intéressant. Merci beaucoup, Madame Rénal, d'être avec nous et je vous laisse la parole. Bien, merci de nous avoir invités. Vous me dites s'il y a des problèmes de son ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à commenter, à le dire, on corrigera. Oui, donc merci Géraldine, hein, c'est toujours important pour nous, en tant que représentants d'autres malades, de pouvoir parler en leur nom, parce qu'effectivement, cette maladie, c'est vraiment une maladie qui pourrit la vie des gens et c'est vraiment très, très difficile à vivre pour tous ces gens-là. Je confirme ce que vous disiez, Géraldine, c'est assez souvent que ce sont les infirmières qui donnent l'alerte en premier. Parce qu'elles ont l'habitude, elles sont des femmes de terrain, des hommes d'ailleurs, mais des femmes de terrain. Ils ont l'habitude, avec l'expérience, il leur arrive assez fréquemment de suspecter la maladie de Verneuil, alors que les médecins qui s'occupent de ces patients-là, ben, ils n'ont rien vu du tout. Donc, le rôle de l'infirmière, il est majeur, il est vraiment majeur.
de par leur expérience. Et puis, depuis quelques années, la maladie de Verneuil, on en parle beaucoup plus, et c'est tant mieux, parce qu'il y a vraiment des gros besoins à ce niveau-là. Bon, deux mots vite fait sur l'association Solidarité Verneuil. On existe depuis 2009. On a un siège social à Lyon, mais on est un peu partout sur le territoire en France, donc Bretagne, l'Alsace, PACA, enfin bref, on est un petit peu partout. Et Solidarité Verneuil est constituée de malades et de parents de malades, uniquement. Non, pas de médecins ni personne, à l'exception de petit comité scientifique, qui est tout petit. Donc, voilà, on est facilement joignable. Et surtout, alors notre objectif, nous, on est vraiment au cœur on est tout proche des malades, en fait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de les accompagner, les voir en chambre quand ils sont hospitalisés, c'est d'aller les accompagner pour des consultations, c'est de leur amener un petit peu de matériel, c'est de les aider dans leur démarche administrative. Il faut savoir que la maladie de Verneuil ouvre droit à l'affection ALD hors liste, et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Or, les malades ont des droits à ce niveau-là. Donc ça, il faut vraiment leur dire, les aider éventuellement à faire les démarches pour l'obtenir. On va leur expliquer un petit peu de quoi ils souffrent et ce qu'ils peuvent faire au quotidien pour améliorer leur qualité de vie. Voilà, c'est tout ce genre de choses, on est vraiment très terre à terre. Donc, à l'occasion quand Géraldine m'a proposé de venir, je me suis dit, je ne vais pas y arriver juste pour parler de l'association, parce que c'est intéressant, certes, mais ce qui est surtout intéressant, c'est la vie des malades, la vie VIE et puis la vie L'(VIS). Donc, j'ai profité de l'occasion, j'ai envoyé des petits questionnaires aux malades. Il y en a 63 qui ont répondu du 29 mai au 5 juin, donc ça a été très court. Sur notre communauté, 63 questionnaires sont revenus, on a pu en utiliser 60. Je vous fais remarquer que c'est vraiment une étude interne et aucune valeur scientifique à ce truc-là. Donc, je vais commenter avec vous ce petit questionnaire. Donc, déjà, le profil. Alors, le profil des malades, on a du 85% féminin et 15% masculin. Géraldine nous a dit qu'effectivement, c'est une maladie plutôt féminine. Bon, donc ça correspond à peu près à ce à quoi on s'attendait. C'est la troisième décennie, la troisième et quatrième décennie qui sont les plus impactées. On a plus de la moitié, avec 58% des malades qui ont entre 25 et 40 ans. La majorité des participants ont entre 10 et 20 ans d'ancienneté dans la maladie, donc c'est énorme. Effectivement, c'est une maladie chronique. On parlait tout à l'heure de maladie chronique, mais c'est aussi, il ne faut pas oublier, c'est une maladie inflammatoire chronique de la peau. Donc, ce côté inflammatoire a tendance à revenir. C'est une maladie qui évolue par poussée. Et voilà, donc 10 à 20 ans d'ancienneté dans la maladie, ça commence à faire quand même beaucoup. Donc ça, c'est le profil des participants. Alors, au niveau des interventions, donc les personnes qui ont participé, on est bien d'accord, on a une fois, 10%, 7% ont été opérés 2 fois, et on a presque la moitié qui ont été opérés 5 fois et plus. Et quand je dis 5 fois et plus, j'ai tout regroupé, parce qu'autrement, on avait du 6 fois, du 10 fois, du 15 fois, mais on en avait, il y en a beaucoup qui disaient, il y en a tellement eu que je ne les compte plus. Quand je parle de nombre d'interventions, c'est tout compris. Incision, xérèse, etc. Tout mélangé. Donc, il y en a certains, ils ont été opérés 20, 25, 30 fois. C'est quand même très important. Et le nombre moyen d'intervention est de 10-38 par malade. 10 fois, ils ont été opérés pour cette maladie. Tout compris, incision, etc. L'exérèse, c'est la solution la plus souvent proposée. Les incisions, comme dit Géraldine, en fait, quand il y a une poussée, c'est extrêmement douloureux. Il faut quand même savoir que la maladie de Verneuil est la maladie de peau la plus douloureuse de toutes les maladies de peau. Donc, quand on a un abcès qui est très, très, très brutal, très important, on incise, on a un soulagement immédiat. Mais on ne peut pas considérer que c'est une intervention, c'est un geste. Mais voilà, ça résout le problème, il y a 100% de récidive derrière. Donc, on part sur des et on voit que la majorité, ça ne fait pas 60 au total, ça fait pas beaucoup de personnes, mais comme ils ont été opérés plusieurs fois chacun, avec plusieurs techniques, voilà, on obtient des chiffres comme ça. Il faut noter aussi que dans les exérèses, en fonction du chirurgien, il y en a qui referment les plaies.
Et puis d'autres, en principe, maladie dernière, on ne referme pas. On met une mèche, on empêche la plaie de se refermer et on force la cicatrisation par le fond. Le problème de refermer, il ne s'agit pas de critiquer les chirurgiens qui font ça, mais s'il y a la moindre bactérie qui reste coincée là-dedans, là, vous avez un redémarrage. C'est pour ça qu'en général, on laisse la plaie béante sans la refermer pour éviter cette récidive. Ensuite, on va changer de diapo. Je peux le faire moi-même. Je vous coupe juste, Madame Rénal. Juste, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit, puisque vous ne pouvez pas intervenir oralement. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit dans le chat. Hein, oui, voilà. J'ai vu sur l'incision, j'ai vu passer une question. Effectivement, voilà, je vous les poserai à la fin. Ouais, l'incision, c'est un soulagement immédiat. Moi-même, je suis malade de la maladie de Verneuil, donc je connais bien le phénomène. Je vous garantis, quand vous avez très mal, un petit coup de cutter là-dedans, c'est formidable. C'est la fête. Alors ensuite, on va parler de vous, parce que vous êtes tous infirmiers, infirmières. Et donc, les malades qui viennent d'être opérés, surtout les exérèses, bien sûr, eh bien, vous les voyez, vous allez créer des vrais liens, parce que la plupart du temps, eh bien, les soins, c'est supérieur à 1 mois. Vous les voyez tous les jours pendant 1 mois. La plupart ont des soins infirmiers 1 fois par jour. Il y a quelques exceptions, 1 jour sur 2. Bon, il y en a 2%. Plusieurs fois par jour pour 13%. En général, c'est 2 fois par jour. Mais le plus gros du groupe, là, c'est 85% avec des soins infirmiers 1 fois par jour. Et les soins infirmiers, vous voyez sur le camembert en haut à gauche, il y en a presque la moitié qui voient leur infirmier ou leur infirmière tous les jours pendant plus de 2 mois. Alors, c'est plus de 2 mois, mais il y en a certains, bon, je n'ai pas fait le détail, mais il y en a certains, ça va jusqu'à 1 an, quoi. C'est assez hallucinant. Donc, il y a des vrais liens qui se créent et ce lien-là, il est très, très, très important. Et... Alors, la plupart du temps, les infirmiers, ils bossent jusqu'à la complète cicatrisation, mais il y a toujours des exceptions, et ces exceptions, elles sont dues à la reprise du travail, par exemple. Quand vous comprenez bien que quand vous êtes en arrêt maladie plus de 2 mois, et puis que ça se répète comme ça l'année suivante, on commence, au bout d'un moment, les gens qui travaillent pour la maladie de Verneuil, bon, ils sont un petit peu embêtés, donc quand c'est vers la fin, ils se débrouillent tout seuls. Donc, soit ils se débrouillent tout seuls, dans ces cas-là, à 75%, soit le conjoint donne un petit coup de main. L'infirmière, souvent, elle explique au conjoint, dans ce cas-là, ben voilà, comment il va falloir procéder. Et l'infirmière aussi, elle a un rôle aussi de formation. En général, c'est vraiment sur la fin de cicatrisation, bien sûr. Au début, il faut laisser faire les pros quand même. On est bien d'accord. À noter que toutes les personnes, les 60 personnes qui ont participé à l'étude, aucune n'est allée se faire soigner en cabinet. Hein. Toutes ont vu l'infirmière à domicile, parce que c'est quand même des soins un petit peu particuliers. Personnellement, il m'est arrivé, en fin de cicatrisation, d'aller, voilà, quand c'était vers la fin, d'aller plutôt en cabinet, parce que mon infirmière, ça l'arrangeait, c'était plus facile pour elle. Donc, ça arrive. Mais là, les 60 personnes, tous, ils sont oui, c'est quand même plus sécurisant, les patients se sentent mieux chez eux aussi. Donc, ils se sentent mieux chez eux, et puis voilà, puis c'est bien, ça favorise. Il y a un lien qui se crée, il y a un vrai lien. L'infirmière, quand on parle toujours du français des infirmières, mais je vous garantis que quand vous êtes malade et que vous voyez une infirmière qui arrive tous les jours, il y a vraiment un vrai lien qui se crée. Il y a même des histoires d'amitié qui arrivent. J'ai entendu des choses comme ça, des infirmières, même après, quand c'est fini, eh ben, on se retrouve, on se revoit, etc. C'est vraiment très, très fort. Le monde du libéral, c'est ça, en fait, on rentre dans la vie des gens, donc forcément, voilà, puis avec des maladies comme ça, voilà, des maladies récurrentes, voilà, ça prend une plus grande dimension encore. Exactement. On va voir la suite. La cicatrisation. Alors, j'ai demandé aux malades s'ils avaient eu des réactions allergiques. Ça, c'est un thème qui revient souvent. Et on voit qu'à 65%, oui, il y a des réactions allergiques. Alors, c'est des réactions, c'est des petits boutons, etc. Au bout d'un moment, la peau, quand on fait ça tous les jours, forcément, il y a des réactions. Hein, ça... Donc, en général, on change, c'est l'infirmière
qui propose de changer, puisque vous pouvez vous-même faire des ordonnances. Alors, on change de protocole, on change de marque, voilà, on essaye de bidouiller. On met un jour dans ce sens, et puis on met de la crème de chaque côté. Un jour dans l'autre sens, on met de la crème de chaque côté. Donc, voilà, c'est des bidouillages, etc. C'est vraiment le système D, mais c'est une question de bon sens. Au niveau des réactions aux produits de soins, de la bétadine, des choses comme ça, là, en général, ça se passe bien. Il y a quand même 15% de gens qui ont eu des problèmes d'allergie. Mais là, c'est pareil, l'infirmier ou l'infirmière, elle trouve la solution. Elles ont l'habitude. Et puis, voilà, quand on est pragmatique, quand on a le sens pratique, en général, ça se passe très, très bien. Il faut en parler, il faut essayer de trouver des solutions. Voilà. Quand je parlais de Mike Gaver, c'est bien ça. Et je pense que sur le terrain, vous avez l'habitude aussi de faire du Mike Gaver. Voilà. Après, on peut mettre des slips filés, par exemple, des systèmes de slips filés ou bien des bandages au niveau du bras, là, avec les tubes. Les jersey tubulaires. Voilà, pour tenir, voilà, ne serait-ce que 2 fois, histoire de reposer la peau pendant 48 heures. Puis après, on recommence, parce que ça ne tient pas forcément bien. C'est ça. Alors, après, il y a des techniques complémentaires, j'ai appelé ça comme ça, il y a peut-être un terme spécifique. Des techniques pour accélérer la cicatrisation, il y en a quand même 12% à qui on a proposé ça. On propose beaucoup à Lyon, puisqu'on a un caisson hyperbare. En général, c'est dans les grandes villes. Soit les grandes villes comme Paris, Lyon, et alors dans les villes qui sont en bord de mer, parce que là, les quais sont hyper bas, et là, c'est Toulon, Marseille, etc., puis sur toute la côte. Là, les malades, ils peuvent bénéficier de ce traitement. Je l'ai fait personnellement, c'est formidable. Je vous le dis tout de suite, c'est formidable. On réduit, pas tout à fait, mais pas loin de moitié en termes de temps, la cicatrisation. Par contre, il y a des exudats qui sont beaucoup plus important qu'une cicatrisation qu'on laisse glisser normalement. Tout s'accélère, du coup. Voilà. Les exudats sont très, très importants. Et donc, du coup, là, côté pansement, il faut assurer. Avant d'aller au caisson, surtout, il faut vraiment mettre le paquet. Et après, quand on revient, après, on est plus tranquille. J'ai une malade qui m'ont parlé d'électrostimulation. Ça, c'est une technique que je ne connais pas, mais bon, c'est des petits capteurs là, qu'on va poser. Et puis la VAC. Alors, la VAC, c'est ce qui a été proposé le plus souvent. Le problème de la VAC, c'est qu'il y a certaines zones qui sont complètement incompatibles, quoi. Quand c'est éventuellement sous les aisselles, quand c'est au niveau du sein, entre les seins, etc., bon, ça peut aller. Mais dès que vous êtes dans le pli interfessier, là, c'est extrêmement découpé, ça ne fonctionne pas et puis ce n'est pas du tout commode, quoi. Donc, la vague-thérapie est proposée assez fréquemment. Plus que le caisson hyperbare, qui est limité forcément aux zones côtières et aux grandes villes. Voilà ce qu'on peut dire pour la cicatrisation. La relation infirmier, alors ça, c'est une question qui revient souvent. Je leur ai demandé, est-ce que votre infirmier ou votre infirmière avait été en lien avec le chirurgien qui vous a opéré? Et vous voyez que la réponse est non à 75%. Et ça, c'est drôlement dommage parce que dans le cadre de la maladie de Verneuil, ce qui est intéressant, c'est de travailler ensemble, quoi. C'est qu'il y ait des échanges entre les soignants, les différents soignants, qu'ils soient chirurgiens, qu'ils soient infirmiers, ou qu'ils soient même, on parlait de psychologues, etc. Il faudrait vraiment qu'il y ait une transversalité au niveau de la pluridisciplinarité, en fait. Voilà, ça ne regroupe pas qu'un chirurgien et un malade, quoi. Voilà, exactement. Voilà. Et il faudrait que ces gens-là puissent communiquer entre eux. Et ça, malheureusement, on voit que 22% seulement des patients disent savoir que leur infirmier est en lien avec le chirurgien. Alors, ce n'est pas toujours facile, les relations entre les médecins et les infirmiers, mais avec certains, c'est facile. Il ne faut pas hésiter à essayer. Si ça ne se passe pas, tant pis, on va accrocher. Et puis voilà. Mais il faut essayer. Écoute, tiens, madame, elle a trop de fibres, qu'est-ce qu'on doit faire? Il ne faut pas hésiter à le faire. On essaye et puis on voit bien ce que ça donne. Tout à fait. Moi, j'ai essayé. Voilà. Voilà. Les fois, on tombe très, très bien. Ils sont charmants. Des fois, même, moi, je connais des chirurgiens qui me disent, moi, j'aime beaucoup quand les infirmières m'appellent. Au contraire. Parce que justement, le suivi. Exactement. Je trouve ça intéressant. Tout à fait. Voilà pour la relation. Ensuite, j'ai demandé aux malades de classer les qualités qu'ils aiment voir chez leur personnel infirmier. Et en fait, en troisième place, on a la compétence et la formation, donc c'est tout ce qui est maintien et développement des connaissances.
Sur la deuxième marche, on a trois qualités. Vraiment, c'était très serré. On a l'intégrité, le respect et l'humanité du soignant. Et alors, bien sûr, sur le podium en number one, c'est l'excellence des soins, bien sûr, le bien-être, la sécurité des malades. Ça, c'est vraiment ce que les malades recherchent et qui trouvent la plupart du temps. Voilà, donc ça, c'était le podium. Et puis, je vous ai mis quelques petites phrases parce qu'à la fin du questionnaire, il y avait tout ce que vous pensez de votre infirmière, etc. Là, c'est des textes libres. Et puis, vous voyez, globalement, il y a eu quelques petits commentaires un petit peu avec des bémols, mais moi, je vous ai mis que les meilleurs parce que je me suis dit que c'était pas le moment de vous plomber le moral et puis ça fait du bien parce que la plupart du temps, les malades, franchement, ils vous kiffent, ils vous attendent, ils sont contents quand vous êtes là, ils ont confiance en vous. Vraiment, il faut vraiment continuer. Il y en a quelques-unes. Attendez. Professionnels, confiance, sérieux, gentillesse. Un grand merci à tous. Je l'ai mis en dernier pour vous dire un grand merci à vous tous qui nous écoutez de la part des malades. Mais on a l'infirmière au top, au top, elle était compréhensive, elle m'aidait dans les soins, etc. Voilà, j'ai la chance d'être avec un cabinet formé au pansement. Ils sont agréables, souriants, compétents, à l'écoute de bons conseils. Vous voyez, bienveillance, écoute active, prise en charge de la douleur. Franchement, dans l'ensemble, voilà, moi je suis comme tous les autres malades, les infirmières, j'y tiens. Je les aime bien, je les connais bien, ils me connaissent bien. Et quand j'ai un problème, quel qu'il soit d'ailleurs, même si ce n'est pas forcément vers eux, moi je les appelle et je suis trop contente de les voir. Et vraiment, c'est ce que vous dites, c'est vraiment cette relation, du coup, presque privilégiée entre l'infirmière. C'est-à-dire que le malade, il voit le médecin. Alors, le médecin, c'est un type, il a fait des études, etc. Bon, si c'est un type sympa, bon, ça peut bien se passer. Mais souvent, ils ont quand même fait des études, alors ils vous expliquent comme ça, de façon un peu professorale, c'est très descendant. L'infirmière, c'est souvent quelqu'un qui comme nous, quoi, qui a finalement les mêmes préoccupations que nous. Et donc, du coup, le rapport est beaucoup plus horizontal, on est beaucoup plus à égalité, avec chacun ses préoccupations. Et c'est beaucoup plus facile. Et puis, vous la voyez tous les jours. Et puis, ça crée énormément de liens. Le fait de se voir tous les jours, on finit par bien se connaître, bien sûr. Tout à fait. Alors, il y a des petites questions, Madame Rénal. Est-ce qu'une ménopause forcée peut aider au traitement des femmes touchées? Alors, forcée, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que la ménopause, comme c'est une maladie on ne sait pas trop l'expliquer. Il y a des liens avec les hormones. Toutes les jeunes femmes, moi à l'époque, une semaine avant les règles, j'avais très souvent une poussée de verneuil. Donc, on voit qu'il y a vraisemblablement un rapport. On a du mal à expliquer. Et quand on se retrouve forcément à la ménopause, eh bien, ça se calme. Ça se calme considérablement. Alors, ça ne se calme pas. Il y a des gens ménopausés qui m'écouteraient, qui me diraient « Ah non, moi, dans mon cas, il y a toujours des exceptions. Oui. » Mais généralement, au moment de la ménopause, ça se calme. Alors, une ménopause forcée, ma foi, peut-être, ça serait, je ne sais pas, après, c'est pour voir avec les médecins. Oui, il n'y a pas eu d'études ou de… J'ai pas de retour là-dessus. Pas de retour là-dessus, pas de connaissance au niveau de la littérature là-dessus. Ouais. Donc, je ne peux pas vous dire. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a un lien entre les hormones et les poussées de verneuil. Une autre question, est-ce qu'une sensibilisation est faite auprès des médecins traitants sur cette maladie? On essaye avec nos petits points. C'est compliqué, les médecins traitants, ils sont très nombreux. Donc, voilà, faudrait qu'on se coordonne. En fait, chaque malade en France a un médecin traitant. Donc, sans le savoir, mine de rien, les médecins traitants, ils suivent leurs malades. Donc, voilà. Alors après, les médecins traitants sont formés, même les dermatologues. C'est ça que je voulais vous demander aussi, c'est que nous, on est sur le terrain, effectivement, on voit un abcès, est-ce que du coup, on le dirige vers qui, ce patient? Si on voit
C'est déjà la 3e fois dans l'année qu'on a pris en charge pour un abcès, que nous, ça nous fait le tilt. On se dit, tiens, ça peut être une maladie Si Verneuil. vous voyez, voilà, que ça vient dans des zones conclaves, que c'est récurrent et que c'est douloureux, c'est des abcès qui reviennent, comme disait Philippe Guillem, hein, c'est des abcès à répétition dans les plis. Quand vous voyez ça, le côté à répétition, une fois, ça peut être anecdotique, C'est ça ça. va s'inquiéter. Et si ça revient et que vous revenez toujours vers le même patient, là, vous pouvez vous dire que c'est ça. Et à ce moment-là, il faut l'envoyer vers le généraliste, bien sûr. Déjà. Mais il y a peut-être un risque assez important que le généraliste dise Ouais. je ne sais pas. D'accord. Moi, c'est ce que m'avait dit mon généraliste Oui, la c'est première ça. fois. Elle m'avait dit, mais qu'est-ce que vous avez attrapé là? Et ça avait commencé comme ça. Maintenant, à Lyon, un collage sur la maladie Bah oui. Verneuil. Mais au début, la première fois, elle m'a dit, mais voilà. Et je pense qu'à force, les malades peuvent faire ça. Et nous, au niveau de l'association, oui, en faisant ce genre de petits webinaires, là, mine Oui. de rien. Eh ben oui, Mine ça de plus rien. ça plus ça. Voilà. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'une famille complète peut être touchée? Oui, ça peut. La maladie Verneuil, il y a des récurrences au niveau familial dans 30% des cas. D'accord. Mais ça veut dire que dans 70% des cas, il n'y en a pas. Parce que je leur dis, voilà, ils sont là. Ah, 30%, mon Dieu, mon enfant, etc. Je lui dis, attends, 30%, c'est 30%. Ça veut dire qu'il y a 70% de chances quand même qu'il n'y ait rien. Donc, c'est plutôt positif. Dans mon cas, dans ma famille, personne n'a ça. D'accord. Voilà. Mais je connais pas mal de malades qui ont le papa ou la maman ou le frère, etc. On suppose qu'il y a une piste génétique, mais on n'en est pas sûr. Voilà, il n'y a rien qui est... On n'a jamais trouvé le marqueur, en fait. Tant qu'on n'a pas trouvé le marqueur commun à tous ces individus, il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas d'explication. Voilà. Donc, c'est à surveiller quand on a la maladie Verneuil. Moi, j'ai 2 fils. Depuis qu'ils sont adolescents, je leur dis, voilà, bon, bien, je ne leur ai jamais montré, hein, Oui. je suis assez pudique, moi. Mais je leur ai toujours expliqué, il faut que je m'occupe de l'association. Ils connaissent les signes. Et si un jour, ils ont un abcès qui vient, qui s'en va et qui revient, etc., ils sauront tout de suite ce que c'est. Et ils sauront tout de suite que plus vite sera pris en charge et mieux ça ira. Mais voilà, il faut parler. Mais ce n'est pas garanti. Moi, mes 2 fils, non, rien. Tant mieux pour eux. Au niveau des traitements, est-ce que les patients peuvent recevoir des antibiothérapies prophylaxiques? Est-ce que ça sert à quelque chose ou Des antibiotiques. Actuellement, oui, j'ai vu tout à l'heure dans ce que vous disiez, vous parliez des antalgiques, des antibiotiques. Plus récemment, il y a les biothérapies qui sont sorties. D'accord. Alors, ce n'est pas nouveau, hein. Les biothérapies, ça existe, on s'en sert beaucoup pour le psoriasis, pour toutes les maladies qui sont similaires, autrement dit, les maladies inflammatoires. D'accord. Le pso, l'eczéma, c'est les 2 principales, et la maladie Verneuil. Et en fait, on utilise les biothérapies pour ces maladies-là, pour le pso et l'eczéma depuis longtemps. Et depuis novembre 2016, il y a un médicament qui a reçu l'AMM, qui est une biothérapie pour la maladie Verneuil. D'accord. Sauf que la sécurité sociale n'a pas accordé son remboursement avec un SMR insuffisant. Donc, du coup, il ne s'était pas remboursé et ça coûtait quand même 800 € la dose pour 15 jours. Donc, personne ne pouvait se payer, bien sûr. Et là, très récemment, en février, ça y est, la commission de transparence a décidé du remboursement très faible, hein, mais ça suffit pour les complémentaires. Oui, ok. Donc, depuis le mois de juin, ça y est, maintenant, on peut utiliser les biothérapies. D'accord. Et ça ouvre un champ. Oui, ça ouvre, voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et, quant aux antibiotiques traditionnels, ben, ma foi, il y a l'Institut Pasteur fait beaucoup de recherches là-dessus, mais il n'y a rien de... la Société française de dermatologie, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur leur site. Ils ont mis au point un protocole pour les malades de Verneuil. Et donc, il y a toute une armada de on commence par tel antibiotique, si ça ne marche pas, on passe à celui-là, si ça ne marche pas, on rajoute celui-là, si ça ne marche pas, on en rajoute un troisième en perfusion, machin. Il y a tout un processus qui est très détaillé sur le site de la Société française de dermatologie. Vous trouverez ça si ça vous intéresse. Là, c'est très, très pratique. Et là, les médecins peuvent vraiment se conformer à ce truc-là. C'est le seul document qui parle précisément du suivi de cette maladie. D'accord. C'est les seuls qui ont fait quelque chose. On est encore en retard. On est encore en retard. Oui, et ça date de 2019, je crois. Oui, donc c'est encore pas... ça reste très rare. Le chemin est long, mais on va y arriver. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai une question. Pourquoi cette maladie reste confidentielle?
c'est une maladie, comment dire, la peau déjà, de toute façon, toutes les maladies de peau, c'est pas glamour, quel que soit. Vous ayez pas de partout, du psau, etc. C'est l'image de soi, c'est l'image qu'on renvoie qui fait qu'on a un petit peu, on a tendance un peu à se détourner, voilà, du dégoût, de la suspicion aussi, elle ne se lave pas, elle se laisse aller, en fait, etc., etc. Donc déjà, les maladies de peau, c'est pas… Et alors la maladie de Bernier, c'est encore pire, parce que là où ça vient, tout de suite, il y a des soupçons, c'est encore pire, quoi. Et les malades, eux, ils ont tendance à pas trop en parler, parce que tu ne peux pas raconter à tout le monde, tu as un abcès entre les deux fesses, enfin, c'est délicat. Donc les malades ont tendance à se taire, à se recroqueviller, à pas trop en parler. L'importance d'un suivi psychologique. Et voilà. Et puis parler avec d'autres malades, parce que c'est l'association. difficile, voilà. C'est difficile de parler même avec ses parents, avec son frère, sa sœur, de parler de trucs vachement intimes, comme ça c'est dur, ça reste en fait. Mais si vous parlez avec un autre malade du problème, de l'abcès que vous avez mal placé au même endroit, l'autre malade, en fait, il comprend. Et du coup, ça libère. Donc, il faut vraiment inviter les malades à pas tourner en rond. Il faut faire attention, il y a des suicides. Hein. Donc, il faut vraiment que les malades parlent entre eux. Je pense que c'est le premier pas avant de parler de façon plus large et puis de se prendre. Et surtout, savoir ce qui se passe. Savoir ce qui se passe. Parce que même quand on a quelqu'un imaginé entre les deux fesses, vous ne voyez pas ce qui se passe, vous avez mal, vous ne savez pas pourquoi. Et donc, voilà, essayer de comprendre. Et nous, l'association, on peut, avec des petits mots simples, expliquer, voilà, tu as un abcès, voilà, il te fait mal, c'est normal, parce que quand tu marches, ça frotte, ça vient. Voilà, donc avec des petits mots simples, on peut désamorcer, désamorcer un petit peu les tensions et les… Donc, du coup, vous avez les coordonnées de l'association, là. Donc, n'hésitez pas. S'il y a dans toutes les régions, enfin, peut-être pas toutes les régions, mais vous avez pratiquement vous avez des correspondants. C'est formidable. Voilà. Donc, ils sont toutes des malades. Hein, donc, vous allez sur le site et dans n'importe quelle région vous êtes, vous aurez un interlocuteur sur place pour pouvoir aider et guider vos patients. On arrive au bout de ce webinaire. Madame Rénal, merci sincèrement de votre présence. C'est précieux. C'est important d'avoir votre témoignage et de connaître une telle association comme la vôtre qui accompagne les patients. C'est précieux pour nous d'avoir des partenaires comme vous. C'est important pour les malades. Alors, n'hésitez pas à aller sur le site. Moi, je vous souhaite un bel été. Nous sommes en pause estivale et nous allons voir si en septembre, nous repartons sur ce type de webinaire où nous changeons de formule. En attendant, je vous souhaite bon courage pour tout cet été. Au revoir, Madame Rénal. Au revoir à tous. Au revoir.